Non, je vais vous présenter des petites choses et introduire du coup les topos suivants. Pardon ça. Je ne vais pas essayer, je crois, d'utiliser la flèche. Alors, les ADTKD, pour les plus jeunes, ça vous paraît évident, mais pour nous qui sommes un petit peu moins jeunes, c'est une entité récente dans l'histoire de la médecine, puisque pendant des années, on avait un groupe de maladies qu'on n'unifiait pas et qui rassemblait en fait ce qu'on appelait la néphronophthise de l'adulte, néphronophthise qui est une maladie plutôt de l'enfant récessive, qu'on a appelé medullary cystic kidney disease, décrit notamment dans des familles chypriotes parce que c'était caractérisé non seulement par une maladie dominante, mais par la présence de kystes dans la médullaire. Et on a identifié des locus MCKD1 et 2 par des études de liaison. Je n'ai rien fait encore. Et puis, les Anglais avaient décrit une familia juvenile hyperuricemic néphropathie, pour laquelle aussi il y avait 3 loci qui ont été identifiés. Et c'est en 2015, grâce à un regard, on va dire, un petit peu plus neutre de non-spécialistes, notamment de Caillot et Cart à Berlin, alors je ne sais pas pourquoi ça passe tout seul, qu'une conférence de consensus a proposé cette terminologie très, très bienvenue d'autosomal dominante tubular interstitial kidney disease. Alors, ce sont des tubular interstitial kidney disease, d'abord, qui représentent 5 à 8% des formes des insuffisances rénales terminales, selon les registres, c'est assez variable, et sont des maladies difficiles à identifier en général, comme vous le savez, parce qu'il n'y a pas de protéinurie, il n'y a pas d'hématurie, la biopsie même est parfois non spécifique, et elles peuvent être mal classées comme d'autres néphropathies, en néphropathie vasculaire ou en néphropathie indéterminée, qui représentent une proportion tout à fait étonnante de nos malades en insuffisance rénale terminale, dont certains sont bien sûr en attente de diagnostics plus précis. Alors, cette conférence a proposé, bien sûr, de donner des caractéristiques cliniques. Autosomique dominant, on va y revenir. Une perte de fonction rénale, pas de protéinurie, pas d'hématurie, pas d'hypertension sévère précoce, pas de drogue, médicaments type lithium qui puissent donner une néphrite chronique, des reins qui sont petits, même s'il y a des kystes, contrairement à la polykystose. Et Émilie vous reparlera des formes un peu chevauchantes, éventuellement nocturie, nurésie, mais ça ne se voit pas tellement dans ces maladies dominantes. Attention aux phénocopies, on a des grandes familles, on a des populations adultes, parfois âgées, et parfois on attribue la maladie d'un individu dans une famille à une ADTKD, alors qu'il peut avoir en fait une hypertension, une néphropathie tumorale interstitielle, voire du lithium, comme on l'a vu récemment, ce qui peut brouiller les enquêtes génétiques. Alors, toutes les maladies, toutes les TKD ne sont pas des ADTKD. Il y a, à côté des ADTKD, d'autres maladies génétiques comme la néphronophthise, des néphropathies cristallines, des néphropathies tubulaires qui peuvent se présenter d'ailleurs comme une ADTKD, notamment des formes de type Fanconi, des formes très rares dues au gène GATM qui donne une insuffisance rénale, et le Fanconi n'est pas toujours évident. Et puis d'autres maladies plus rares dont on va dire un mot. Alors, le caractère dominant n'est pas toujours évident, bien sûr. Il y a les mutations de novo, fréquentes dans H1-bêta, dont vous parlera Pierre Isnard, beaucoup moins fréquentes, mais existantes dans UMOD, et rares, mais existantes quand même dans MUC1, on le reverra. Le caractère dominant est parfois aussi manqué du fait de l'absence d'informations sur certains membres de la famille, voire d'une pénétrance incomplète qui est bien établie pour H1-bêta, peut-être pour certains variants hypomorphes du mode, et probablement beaucoup moins pour MUC1. Alors, le caractère récessif n'est pas toujours évident. Si vous avez une famille comme ça avec 3 enfants atteints, ça paraît récessif. Mais en fait, si le père est décédé à un jeune âge, il aurait pu transmettre la maladie sans qu'elle ait été diagnostiquée chez lui, et on n'a pas d'informations dans la famille. Et en fait, cette famille avait une forme de néphronophthise particulière, bien qu'il n'y ait pas d'atteinte extra-rénale qu'il faut toujours rechercher, notamment la rétinopathie, l'atteinte cérébrale centrale, le foie et le squelette qui sont parfois présents. Et puis, il faut rappeler que la néphronophthise elle-même est une cause non négligeable d'insuffisance rénale terminale de l'adulte, comme l'ont montré nos collègues hollandais dans une cohorte de patients transplantés.
Il faut toujours chercher des signes extra-rénaux qui peuvent orienter vers une maladie qui n'est pas une ADTKD. Si vous avez bien sûr une cariomégalie à la biopsie, des bronchiectasies dans les poumons et des enzymes hépatiques un peu élevées, il faut penser à la cardiomégalique interstitielle néphritis due à des mutations de FAN1. Et il y a une cohorte internationale qui a repris tous ces cas qui va être bientôt soumise à publication. Sinon, devant une maladie tubulo-interstitielle chronique, il faut suspecter bien sûr ADTKD, qui est la cause la plus fréquente dans les formes héréditaires. Alors, si on regarde sa prévalence dans les cohortes de CKD ou d'Ancestral Renal Disease, elle est faible. Vous voyez un peu les chiffres là que j'ai pu compiler de différentes études qui sont prendre vraiment avec des pincettes, parce qu'il n'y en a pas une qui étudie les mêmes populations. C'est toujours des critères un peu spécifiques sans rentrer dans le détail. Mais en Allemagne, à partir de la cohorte GCKD, c'était 0,13% des patients qui avaient ADTKD, 0,5% dans une cohorte irlandaise, 0,40% dans le grand papier de Groupman de Columbia, qui était 2 cohortes de CKD et d'Unstaged Kidney Disease, et 1% des CKD et 2% d'Unstaged Kidney Disease dans une cohorte UK, rien que pour UMOD. Donc une prévalence très très variable. La biopsie ne nous aide pas beaucoup, comme dans d'autres néphropathies tubulo-interstitielles, à part peut-être quelquefois, on peut avoir des membranes basales tubulaires un peu épaisses, lamellées, ce qui pourrait ressembler un peu à la néphronophthise, et parfois des micro-kystes à la biopsie, mais on a vu ça assez rarement. Il faut savoir que même la conclusion du pathologiste et après les données cliniques, c'est néphroangiosclérose. Donc attention à ce diagnostic par excès, même après la biopsie. L'électronique, finalement, peut apporter quelquefois des éléments, comme vous en reparlera sûrement Olivier, par des anomalies du réticulum endoplasmique. Les kystes, alors vous vous rappelez que ça s'appelait Medullary Cystic Kidney Disease, ben les kystes, en fait, ils sont loin d'être constants, c'est 20 à 40% des cas, là encore, ça dépend des séries. Ils sont pratiquement jamais que médullaires. Je fais un cours aux radiologues et ils sont toujours accrochés à ce concept de Medullary Cystic Kidney Disease, enfin certains. Et les kystes, bien sûr, sont de taille normale. Les reins sont de taille normale. La goutte est un signe qui doit alerter et orienter tout de suite vers ce type de maladie, surtout chez une femme jeune qui a une insuffisance rénale modérée. Et même s'il n'y a pas d'histoire rénale claire, puisque ici la mère était décédée en dialyse à 48 ans sans goutte de cause inconnue, c'est une des premières familles chez qui on a identifié un variant UMOD. Et bien sûr, Olivier vous en parlera. Donc la classification ADTKD proposée par cette conférence de consensus, elle est basée sur le gène, et on appelle ça ADTKD UMOD quand c'est une mutation du mode, ADTKD muquin, etc. et ADTKD NOS quand le gène n'est pas identifié. Bien sûr, cette liste, depuis 2015, s'est légèrement allongée, mais pas autant que ce qu'on aurait pu croire après 10 ans. Juste un mot pour vous dire que c'est une maladie relativement sévère. Vous savez que dans la polykystose autosomique dominante, dont parlera un peu Émilie, c'est plutôt 58 ans si on prend toute forme confondue de survie rénale moyenne. Dans la DTKD, on est plutôt aux alentours de 50 ans, avec parfois des formes précoces. Hein. Il y a des cas décrits d'arrivée en insuffisance rénale terminale à 20-25 ans, et j'en ai vu une encore récemment, que ce soit muquin, UMOD ou pour l'instant le groupe des sans mutations. Donc une maladie qui peut être sévère. Il y a des formes assez spéciales. Ça, c'est une maladie qui commence dans l'enfance, en général par une anémie sévère, sans cause identifiée, qui répond bien à l'EPO, accompagnée d'une insuffisance rénale, avec lésion tubulo-interstitielle à biopsie, une tendance à l'hyperuricémie qui va se transformer en goutte quelques années plus tard, à l'hyperkaliémie, à l'acidose, et une évolution en général très lente de l'insuffisance rénale. Et cette maladie est une maladie autosomique dominante, comme dans cette famille, c'est la première que j'avais vue ici il y a de nombreuses années. Sa mère est un insuffisance rénale terminale de cause inconnue à 68 ans, et son fils va développer la même maladie, anémie à 1 an, hyperkaliémie et insuffisance rénale. Et c'est ce qu'on appelle la DTKD reine, due à des mutations hétérozygotes hypomorphes de la rénine, qui en plus du tableau de TKD associe cette anémie qui parfois est inconstante et transitoire, hypercalémie, hyperuricémie goutte, rein de petite taille, hypotension et survenue tardive de l'insuffisance rénale.
Ça, c'était le papier Princeps, qui comprenait d'ailleurs une famille étudiée ici par Corinne et par l'équipe de Mondor. Et puis, un très joli papier qui montre la beauté des registres internationaux sous l'égide de Tony Blair, puisque pour cette maladie ultra rare, ils ont pu identifier sur ce groupe de patients 3 types de mutations avec une corrélation génotype-phénotype, et notamment les patients qui avaient des mutations, vraiment je n'y arrive pas, dans le groupe maturénine encadré en bleu, ont un phénotype moins sévère, sans anémie, et donc on peut passer à côté puisqu'on n'a pas les caractéristiques de l'anémie précoce qui étaient décrites initialement dans cette maladie. Et en termes de physiopathologie, je ne vais pas entrer dans le détail, mais là aussi, au sein de ce groupe de maladies, on a des anomalies de rétention dans le réticulum endoplasmique et de sécrétion de la rénine qui pourraient entraîner du stress du réticulum et éventuellement être améliorées par des molécules chaperones. Le traitement, la spécificité dans ce cas-là, ça pourrait être de donner de la fludrocortisone, puisqu'il y a un hyporéninisme, hypoaldostéronisme, et ça pourrait protéger le rein de l'hypovolémie chronique. Il y a bien sûr, le niveau de preuve est très faible, ça vient d'un case report de Tony Blair. Une forme probablement encore plus rare, c'est SEC61, décrit il y a quelques années, associé à une anémie des petits kystes, et c'était passé un peu inaperçu peut-être, une neutropénie des abcès répétés, avec une insuffisance rénale tardive, vers 71 ans, dans un cas. D'autres, très peu de cas ont été décrits. Et puis plus récemment, des collègues hématologues ont décrit des déficits en IgG et en un défaut de sécrétion des plasmocytes dans plusieurs familles qui avaient des mutations de SEC61A1. Donc il faut rechercher infection répétée, hypogammaglobulinémie devant une famille avec un profil ADTKD. Et cette protéine SEC61 s'intègre dans le réticulum endoplasmique, on va vous en reparler, et le mécanisme qui conduit à la maladie a des similitudes avec d'autres gènes d'ADTKD dont on va vous reparler. Alors, la prévalence, il y a 2 grands players, hein, c'est UMOD et Muquin, ça c'est c'est French Cohort qui n'est pas à jour, parce que là aussi, même intranécaire, on n'a pas toujours le même dénominateur. Donc, mais vous voyez, 40 familles UMOD, 69 Muquin, dans d'autres cohortes, c'est inversé. Rennes, il y a 6 familles actuellement en France. H1-bêta, on en reparlera parce que ce n'est pas toujours ADTKD et on n'est pas encore tous d'accord sur la façon de les intégrer. Et puis, il y a des gènes qui sont en cours de caractérisation. Alors, il y a des nouveaux players. D'abord, pour vous dire que les ADTKD-NOS, c'est 25 à 50% dans ce papier repris par le groupe de Michael Wisner. Donc, vous voyez, ça varie du simple au double selon les cohortes. Dans la cohorte internationale de Tony Blair, qui est de loin la plus large, 585 familles, vous voyez que c'est UMOD le premier, Muquin le second, mais on reste à 40% de formes non identifiées. Et ça, pour moi, ça reste un mystère. Hein. Il travaille avec le Broad Institute MIT. C'est quand même un des groupes les plus puissants au monde en termes de génétique, ceux qui ont identifié Muquin avec des techniques extraordinaires. Et 15 ans après, on en est toujours à se demander combien manque-t-il de gènes. Et peut-être qu'on pourra interroger Guillaume sur son idée à ce propos. Ce qui est rigolo, c'est que dans la série de Wisner, de la cohorte allemande, bon, il a sélectionné de manière très discutable sa population en prenant même des néphropathies IgA, je n'ai pas compris pourquoi. Bon, il trouve un peu de tout, des Muquins, des UMOD, mais les chiffres sont tellement ridicules qu'on ne peut pas faire des stats. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les Other qu'il a identifiés, à partir de familles dont il pensait que c'était les ADTKD, il y a plusieurs familles qui ont des mutations du collagène 4, ce qui est un petit peu étonnant, mais pourquoi pas, et des familles qui ont des mutations de PAX2, ça nous est arrivé ici également, alors que c'est plutôt un gène du développement rénal, c'est plutôt classé comme dans les cas acutes, mais ça peut donner tout à fait des petits reins sans anomalie des voies excrétrices et éventuellement sans le colobome qu'on retrouve en général associé à PAX2. Alors, il y a des nouveaux gènes quand même qui ont été décrits, très peu. Un qui est intéressant, c'est ApoA4, c'est un gène d'amylose qui a été rapporté par l'équipe de Stanislas Mock à Prague, qui travaille beaucoup là-dessus, avec Tony Blair entre autres. Et ils ont décrit plusieurs familles qui avaient des mutations de cette ApoA4 qui déposaient dans leur rein
de l'APOA4 qui formait des dépôts amyloïdes, comme en atteste le rouge Congo, la polarisation et une immunohistochimie anti-APOA4, et ceci a été également identifié par spectro de masse sur les biopsies, et les fibrilles étaient visibles en microscopie électronique. Donc, il faut rajouter non seulement APOA4, comme le disent Franck Bridou et Sami Nass dans cet éditorial qui accompagnait le papier dans Kidney, mais il y a également APOA1 qui peut donner ce type de maladie. Ce que j'ai oublié de vous dire, ce qui est important, c'est que cette amylose, elle est surtout médulaire. Ça fait qu'à la biopsie, on peut tout à fait la rater si vous avez uniquement un fragment cortical, donc le diagnostic peut être difficile. Donc, on doit le rajouter sur les panels ADTKD. L'atteinte extrarénale n'est pas toujours présente. Et puis, il y a une autre forme particulière, c'est les mutations de l'ADN mitochondrial, qui maintenant, c'est depuis une vingtaine d'années, peut conduire à des pseudo-ADTKD. La particularité, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, après un rapide coup d'œil, c'est une transmission qui n'est pas autosomique dominante, mais qui est maternelle, puisque vous voyez que ce sont toujours les femmes qui ont transmis ici, ici, ici et ici à leurs enfants. Et les enfants, à la fois de sexe mâle et masculin, peuvent être atteints de CKD ou d'Unstage Renal Disease, sans forcément qu'il y ait d'atteinte extra-rénale dans les tableaux qui sont parfois riches des cytopathies mitochondriales. L'atteinte rénale est non spécifique. Aussi un mot pour vous dire que, contrairement à un mythe, l'électronique ne montre pas toujours des mitochondries anormales. C'est, d'après une étude japonaise, 50% des cas seulement. Et ils ont identifié dans cette famille une mutation dans le génome mitochondrial qui contrôle l'expression de plusieurs ARN de transfert. Ils ont fait un très joli travail in vitro. De façon très rigolote, si on regarde bien ce papier, après ils décrivent à la fin deux autres familles qui ont des mutations dans une autre région de l'ADN mitochondrial. Et quand on regarde la référence du papier qu'ils citent, puisque cette famille avait été décrite en 1982, regardez le titre, c'est tout à fait rigolo. Juvenile nephrophthisis and medullary cystic kidney disease, the same disease, reported to a large family with medullary cystic kidney disease associated with gout and epilepsy. Donc, 20 ans, 30 ans plus tard, ou 40 ans même, cette famille s'est avérée être une MITKD, puisque c'est la dénomination qui a été proposée pour les TKD associés à des mutations du génome mitochondrial. Il y a un phénotype particulier sur lequel je voudrais attirer votre attention, Unsolved, mais c'est une famille sur laquelle qu'on connaît depuis plus de 25 ans, qui se présente comme une ATKD, parfois avec des gros kystes. Un patient a été appelé PKD, et surtout qu'il y a un Fanconi modéré. Il était passé totalement inaperçu. Ça me replongeant dans un vieux papier qui parlait de néphronophthise autosomique dominante de Grunfeld, que j'ai vu qu'il y avait une hypocalémie, une glycosurie, et j'ai depuis recherché chez tous les individus, et tous ont ce stigmate de Fanconi. Et pour l'instant, Sophie Saunier n'est pas là, mais après whole exome, whole génome, rien n'est sorti de manière conclusive. Alors, il faut tester, bien sûr, en génétique, toutes ces suspicions pour les raisons habituelles de diagnostic, de dons de reins, très important. Et j'ai rajouté également, pour participer au registre des maladies rares, puisqu'il y en a un international et puis un qui se met en place en Europe, dont vous parlera Yann Albrichter cet après-midi, et puis on l'espère pour participer à des essais thérapeutiques bientôt. Il ne faut pas oublier le cascade screening, c'est une maladie dominante, donc 50% de risque à chaque génération, et on a des tas de grandes familles comme ça dans lesquelles les enfants sont répartis à droite à gauche et n'ont jamais été testés. C'est une maladie silencieuse et on les voit parfois uniquement quand ils veulent donner un rein à un frère ou une sœur atteint, comme je l'ai vu récemment. La physiopathe, je ne vais pas trop vous en parler, juste les pistes thérapeutiques. Il me reste combien de temps, Laurence? Moins 5 minutes? Mais c'est magnifique. Je ne vais pas vous en parler, juste que les pistes un peu communes, c'est la rétention de ces protéines mutées, que ce soit HUMOD ou MUC1, soit dans le réticulum endoplasmique en violet, soit dans les compartiments, le réticulum endoplasmique en rouge et le Golgi en vert, d'où l'idée d'aller comprendre ce qui se passe dans ces compartiments extrêmement difficiles à étudier. Et le groupe du MIT d'Anna Greca a publié dans Cell en 2019 déjà, après un screening de molécules sur des modèles in vitro,
une molécule qui s'appelle BRD 4780, qui in vitro et in vivo s'est avérée être capable de faire sortir muquin de ce compartiment intermédiaire qu'on appelle TMED positif, et surtout cette molécule a amélioré le phénotype des souris muquin. Malheureusement, une toxicité importante a été révélée par la suite, et le développement pour les essais chez l'homme n'a pu à ce jour se faire, mais il semblerait qu'il travaille toujours dessus sur des analogues de cette molécule, et qu'il y a espoir qu'on ait un essai dans quelques années. Il y a une autre approche qui est de diminuer la production de la protéine toxique, et ça c'est une approche qu'a eu Tony Blair, assez astucieuse, de donner de la vitamine D, puisqu'il y a un répresseur de l'expression de muquin qui est sensible à la vitamine D, un essai qui a débuté il y a quelques années et dont je n'ai pas vu l'efficacité à part en abstract. L'intérêt dans cet essai, c'est qu'on a un readout qui est un biomarqueur urinaire, puisqu'on peut doser la muquin mutée dans les urines, et elle doit diminuer si on diminue l'expression du promoteur muquin, en même temps qu'elle va diminuer l'expression de la protéine sauvage, ce qui probablement est sans conséquences graves pour l'organisme. Cette approche aussi de TMEM est valable pour Humode, mais ça, Olivier vous en reparlera. Bien sûr, les approches de thérapie génique, c'est le futur, peut-être, notamment les ASO, dont on sait qu'ils sont utilisables en clinique dans d'autres maladies, utilisables et efficaces dans certains modèles murins de néphropathie, comme l'Alport pour faire du gene editing, et pour en discuter avec Guillaume Dorval. Le syndrome de Joubert aussi, ça montre que les ASO peuvent targeter le tube rénal in vivo, et il y a probablement de l'espoir, et j'espère que Olivier va nous en parler plus tard. Après, si on a des molécules, il faut des readouts, et je terminerai là-dessus. Ça ne va pas être une maladie facile, c'est une maladie rare. Il n'y a pas de protéinurie, donc les phases 2 sur la baisse de la protéinurie glomérulaire, on ne pourra pas les faire. Et donc, la slope d'IGFR, même si c'est une maladie qui arrive assez tôt en Journal Disease par rapport à la PKD, c'est quand même des essais qui risquent d'être longs. Et donc, il serait bien de trouver des marqueurs intermédiaires, l'IRM fonctionnel peut-être, dont nous parlera Sandrine, mais je pense qu'on en est encore très loin, des marqueurs de CKD non spécifiques, l'hypocaline, MCP1, EGF, TGF-alpha, etc., dont nous parlera Yost cet après-midi, et puis des marqueurs peut-être plus spécifiques de la maladie, comme le muquin urinaire. Humode urinaire, Olivier nous en dira, ça pose un peu des problèmes comme readout, ou des readouts de stress du réticulum, dont certains sont actuellement disponibles et utilisables chez l'homme. Voilà, je vais arrêter, j'espère, dans les temps, et je vous remercie.